Salut Josh, salut Mélanie, bienvenue au balado. C'est notre cinquième épisode aujourd'hui. On a le plaisir, l'honneur de recevoir Mélanie Gagné qui a fondé le mouvement, l'association, le groupe Nouvelle Racine. L'organisme à but non lucratif, ouais. Tu le dis mieux que moi. Alors voilà, Nouvelle Racine. Et tu as publié aussi le livre Ils ont décroché de la religion, un livre important où des gens qui se sont affranchis de leur secte ou des religions racontent leur histoire. C'est troublant, c'est touchant, puis Mm. c'est un livre à lire. Alors, voilà, Mélanie, ben, je voulais que tu nous parles un peu à Josh et moi et à tout le monde, dans le fond, de c'était quoi ça, une nouvelle racine? Ouais, Nouvelle Racine, c'est pas une secte, hein? On va commencer en disant ça, parce qu'on parle quand même de mouvements J'espère. religieux sectaires. Mais c'est un groupe, un regroupement d'adultes qui sortent de milieux religieux ou sectaires ou des gens qui questionnent leur foi. Donc, à la base, on est un organisme à but non lucratif et notre mission, c'est d'offrir du soutien à ces gens-là de différentes façons. Donc, en ce moment, on offre surtout des choses en ligne. Donc, on a un super beau site web où il y a des ressources, par exemple, des livres, des articles, des vidéos. Comme le podcast là, présent, on peut retrouver le lien là, sur notre site web. Donc, ce sont des outils en français qu'on veut proposer aux gens. On a une autre page avec des noms de professionnels, par exemple des psychologues, des art thérapeutes, psychothérapeutes, tout ça, qui nous ont mentionné qu'ils se sentaient prêts et quand même habilités à travailler avec des gens qui sortent de religion, de secte, parce qu'on sait que quand on quitte des milieux comme ça, on a besoin d'être accompagné par un professionnel. Et c'est pas tous les professionnels qui ont les compétences ou même qui ont l'envie de travailler, je pense, avec nous. Puis ça demande même parfois de la part du client quasiment l'enseignement du professionnel. Tu sais, on doit lui expliquer tout le contexte, là. Donc, c'est ça, on essaye, nous, de faire un petit travail de débroussaillage pour proposer aux membres des ressources qui sont intéressantes. On offre aussi un groupe Facebook privé qui est très bienveillant et très dynamique, là. On a à peu près 200 personnes qui en font partie en ce moment et ce n'est pas un groupe où on veut démolir les mouvements religieux ou les juger nécessairement, mais c'est plus un groupe où on va partir de nous, de ce qu'on est en train de traverser, de ce qui nous fait vivre de la colère, de la peine, de la tristesse, de l'exclusion, du rejet, mais aussi les succès qu'on traverse dans notre reconstruction. On a des rencontres mensuelles en ligne à travers ce groupe-là aussi, où on donne l'espace d'expression à une personne là, pour qu'elle nous partage son histoire, puis les gens rebondissent, réagissent à son histoire. Et 2 fois par année, on offre des fins de semaine de ressourcement. Donc ça, c'est vraiment en présentiel. Où le but là, de ces fins de semaine-là, c'est vraiment de revenir à soi, de reconnecter au plaisir de vivre. Donc, on fait des feux de camp, des jeux de société, on va marcher en forêt, on va se baigner si on est sur le bord d'un lac. Et une fois sur deux, là, dans le fond, dans ces deux fins de semaine-là, on reçoit un intervenant qui va venir nous faire vivre un atelier pendant la fin de semaine. On veut surtout pas que ça soit une retraite de croissance personnelle là, qui est toute planifiée, mais juste de dire dans la fin de semaine, il y a une occasion où les gens peuvent participer à un atelier s'ils le désirent, mais vraiment en toute liberté, hein, parce qu'on est quand même, tu sais, on fait affaire avec des gens qui ont certaines sensibilités au niveau des contraintes là, qu'on impose, donc on veut vraiment que ce soit vécu en liberté. Beaucoup d'autres projets à venir, mais pour l'instant, là, c'est vraiment nos services. Et Mélanie, qu'est-ce qui est allé te chercher dans les histoires des gens pour que tu aies le goût de créer, de fonder cet organisme-là? Euh, Très bonne question. En fait, moi-même, je suis sortie d'un mouvement religieux. Et quand j'en C'est suis lequel? sortie, ben moi, j'étais dans une église presbytérienne, mon église d'attache, mais par contre, j'ai été missionnaire. J'étais très, très zélée, très enflammée là, pour Dieu. Fait que je suis devenue missionnaire à travers l'Église évangélique, dans le fond. Fait que, tu sais, je fréquentais là, les baptistes, les pentecôtistes, les frères, les charismatiques et tout ça. Fait que même si j'allais à l'Église presbytérienne, j'étais très évangélique dans ma façon de vivre ma foi. Et quand j'ai quitté, ça a été extrêmement difficile et j'ai été énormément jugée. On m'a téléphoné, envoyé des courriels, on m'a demandé de me repentir. En tout cas, tout ça, je l'ai
traversé à travers un processus de maîtrise en psychosociologie qui a donné naissance à un mémoire sur le thème de la déconversion, donc de la perte de croyance. J'ai analysé ma propre déconversion. Ça, je l'ai transformé en livre qui s'appelle Déconversion. Fait que ça, c'est un livre qui a seulement mon histoire à moi. Et le livre, les écrits que j'ai partagés sur Internet, ça a tranquillement attiré des gens vers moi, en fait. Et au début, là, honnêtement, JS, je voulais rien savoir de partir quoi que ce soit, là. On sort d'une structure, on sort d'un groupe. J'ai clairement pas envie de créer un autre groupe. Mais les gens qui sortent, que ce soit des témoins, des mormons, des raéliens, des scientologues, peu importe d'où on sort, des milieux évangéliques, on se sent seul. On a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça. Il y en a qui ont été rejetés de leur famille complètement. Donc, je les ai mis en contact à travers un groupe Facebook qui a commencé à s'autogérer. Donc, ça fait à peu près 10 ans maintenant que notre groupe Facebook est actif. Et quand on a atteint le 100 membres, c'est là qu'on s'est dit, ben, peut-être que ça serait le temps qu'on pense à transformer ça en organisme à but non lucratif parce qu'il y a clairement un besoin qui n'est pas répondu. Et c'est ça qu'on confirme aujourd'hui. Là, je voulais rien savoir de ça finalement au début. Mais aujourd'hui, je vois vraiment la pertinence de ce qu'on a monté. Je ne suis pas la seule derrière le projet. On est une équipe, hein, un organisme à but non lucratif, ça ne se monte pas tout seul. Donc, on est une équipe derrière le projet, puis c'est incroyable toutes les demandes qu'on a et la pertinence qu'on confirme jour après jour. Josh, quand tu as quitté là, les baptistes, est-ce que tu as eu à t'as fait appel à ce genre de service-là ou sinon, aurais-tu aimé ça, avoir un tel service? Ben, dans mon cas, moi, j'ai quand même été très chanceux parce que j'ai eu des personnes qui m'ont un peu comme pris en charge de ma sortie, mais je connais d'autres victimes qui, justement, sont un peu tombées en deux chaises, puis ils se sont ramassés tout seuls pendant plusieurs années. Puis effectivement, ce que Mélanie vient de dire, c'est tellement vrai que quand on sort de ces milieux-là, on pense qu'on est les seuls à avoir vécu ce qu'on a vécu. On a vraiment le sentiment d'être incompris, d'être tout seul au monde souvent, mais comme dans mon cas, parce que j'ai été complètement coupé du monde extérieur, ben, tu connais personne à l'extérieur de ce mouvement-là. Fait que oui, des organismes comme ce que Mélanie a fondé, c'est extrêmement crucial parce qu'il faut se rappeler que des personnes victimes qui sortent de milieux sectaires, des milieux fermés, c'est des gens très vulnérables, puis c'est des gens qui ont besoin d'aide. Fait que je salue ce que Mélanie fait comme travail. C'est très nécessaire. Puis comme j'ai déjà dit, il y en a plus qu'on pense, des gens qui sont dans des milieux fermés, puis des gens qui souffrent. C'est surprenant. En fait, moi encore, je suis surprise du nombre de personnes. Je travaille dans les écoles, puis là, des fois, je parle, tu sais, de ce que je fais comme travail, puis le nombre de profs qui me disent, ah ouais, moi, j'ai grandi dans tel milieu. Mais tu sais, jamais les collègues le savent parce que c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Mais moi, comme j'ouvre sur le sujet, puis tu sais, je suis super ouverte, là, je suis pas du tout dans le jugement, mais là, ah, on m'en parle. Fait que oui, c'est surprenant, comme tu dis, Josh, à quel point il y a encore des gens qui grandissent dans ce genre de milieu-là. Puis c'est ça. Nous, on est conscients de nos limites là, comme organisme. On n'a pas encore de thérapeute ou de psychologue sur l'équipe. Donc, tu sais, on est là pour jouer aussi un rôle de trait d'union avec des ressources professionnelles, tu sais, que ce soit un centre local d'emploi pour écrire des CV, le CALAX pour les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, tu sais, fait on les réfère, mais nous, on est une communauté d'attache où on dit, hey, peu importe d'où tu viens, là, ça va te faire du bien, en fait, juste de te reconnaître. Tu vas reconnaître ton histoire dans l'histoire des autres. C'est que ce soit un scientologue, un évangélique, un mormon, un témoin de Jéhovah. Nos mouvements religieux sont différents, mais nos histoires se ressemblent bizarrement. Oui, puis je suis d'accord avec toi aussi, c'est que les impacts après sont les mêmes ou naviguent Semblables, vers oui. l'eau. Voilà. Puis c'est important ce que tu fais, Mélanie, parce que quitter un mouvement sectaire, une secte, une religion, peu importe comment on l'appelle, c'est tabou de parler de ça. Ça ne le devrait pas, mais encore dans notre société où il y a un malaise, en tout cas, quand on parle de ça. Juste moi, quand j'ai publié mon livre Réveillez-moi en 2013, ça fait quand même déjà 11 ans, mon Dieu, mais au départ, j'étais mal d'écrire tout ça. Après, je vis très bien avec ça, mais je me rappelle que si j'ai dû écrire un livre en 2013 parce que
toutes les années avant, j'ai jamais osé parler de ça ou à peine. Alors, ton geste, tout ce que tu fais, c'est essentiel. Chapeau à toi de prendre tout ce temps-là puis d'aider les gens parce que le but, en fait, c'est ça, hein, c'est que tout le monde a Vraiment. mieux. Oui, oui, que oui, tout à fait, que tout le monde aille mieux. Puis je me considère très chanceuse parce que, comme je dis, oui, tu sais, oui, je mets beaucoup d'efforts là-dedans. J'ai une équipe derrière moi. Puis on vient juste là, d'avoir notre assemblée générale annuelle, renouveler notre CA. Puis j'ai eu un super CA la première année. Je pense que je vais avoir un super CA pour cette année encore. Tu sais, je me vois sourire, là, puis je me dis, ah, je suis tellement contente de travailler avec ces gens-là. Je pense vraiment qu'on va créer quelque chose de beau, de positif pour les gens qui sortent de milieux religieux ou sectaires. Puis, tu sais, je tiens à mentionner qu'on accueille aussi des gens qui sont toujours croyants, mais qui questionnent leur foi parce qu'il y a des gens qui questionnent sérieusement leurs croyances et qui ont nulle part où en parler. Fait que, tu sais, on est aussi dans l'accueil de ces gens-là, là, avec plaisir. Josh, avoir besoin d'aide aussi, c'est plus large que juste quand on quitte. Toi, tu as vécu vraiment un processus judiciaire assez prenant dans ta vie de tous les jours au quotidien. Puis, je pense, d'après ce que je comprends, c'est pas quelque chose de simple à vivre. On n'est peut-être pas très bien entouré, si je comprends. Ben non, mais en fait, c'est un excellent sujet, puis ça va aller dans le même sens de ce qu'on vient d'aborder avec Mélanie, c'est que euh, il y a deux choses pour commencer. On pense parfois à tort, pour beaucoup de victimes, que les abus cessent quand on sort du milieu, quand on sort de l'emprise. Mais dans la majorité des cas, c'est pas la réalité. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, on se programme une société ouverte, une société qui aide les gens les plus démunis et tout ça, mais il y a une différence majeure entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Puis un exemple où ce que c'est très, très frappant, c'est au niveau du système judiciaire. Puis je pense que la meilleure façon d'en parler un peu, c'est avec mon expérience, étant moi-même encore depuis plus de 9 ans dans les procédures judiciaires, autant au criminel qu'au civil, c'est excessivement difficile. Tu sais, on a un système de justice qui bon, c'est bien d'avoir un système où ce que la personne qui est accusée doit avoir une défense pleine et entière. On veut éviter des condamnations injustes de personnes qui seraient condamnées alors qu'elles n'ont rien fait. Tu sais, on s'entend. Mais en faisant ça, en voulant éviter des victimes, j'ai l'impression qu'on en crée plus qu'on en sauve. Parce que pour les victimes, pour ce processus-là est extrêmement éprouvant. Tu te fais réagresser tout au long du processus. Tu te fais réagresser dans le fait que tu dois raconter ton histoire, tu dois aller à la police, tu dois raconter ce que tu as vécu. Ensuite, tu dois rentrer dans le système de justice qui est extrêmement compliqué, extrêmement long. Les longueurs dans le système, c'est incroyable. Étant donné comment le système est fait, que l'accusé a droit à une défense plénitaire et tout ça, ben, les avocats en défense utilisent toutes les tactiques qu'ils peuvent utiliser pour étirer la sauce. Et donc, celui qui en souffre pendant ce temps-là, c'est la victime parce qu'on est dans l'attente. On attend, c'est long, c'est long. Et nous autres, ben, tant que le processus n'est pas terminé, on ne peut pas tourner la page, on ne peut pas passer à autre chose. Puis, au travers de ce processus-là, ben là, tu dois aller témoigner en cours. Là, tu te fais interroger. Donc là, tu dois constamment raconter ton histoire. Ensuite, tu te fais challenger par les avocats en défense, les avocats avocates qui vont essayer de te faire dire que tu n'as rien vécu, nier ton histoire. Et là, ça te joue dans la tête. Et donc, ce processus-là, jusqu'à temps que tu aies un verdict, tu revis la douleur, tu revis la honte, de la culpabilité. T'en viens même à remettre en question ton histoire. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai vécu? Est-ce que je l'invente? Tu sais, c'est vraiment du mind game là, qu'ils font. Fait que, je veux dire, moi, je l'ai vécu, je dirais, pourrais dire peut-être d'une certaine façon extrême parce qu'on a eu un procès qui s'était tiré de 2014 à 2022 au criminel. Donc, c'était épouvantable. J'ai passé 10 jours à moi seul dans le box des témoins. Mais c'est une réalité, je pense que les gens doivent être sensibilisés. Que notre réalité, ça n'arrête pas juste, ah, le pauvre garçon, il a vécu des abus, mais là, bonne affaire, il est sorti. Mais non seulement tu vis avec des séquelles, souvent toute ta vie, mais si tu veux obtenir réparation, si tu veux dénoncer ton adversaire, ton bourreau,
Il faut que tu fasses face au système. Puis tu sais, moi, je trouve aussi que dans ce système-là, que les avocats font partie du problème d'une certaine façon parce que le système actuel, comme il fait, leur, c'est à leur avantage parce que les autres, ils facturent, peu importe. Et donc, je veux dire, j'ai tout vécu, autant criminel et présentement au civil. C'est pas facile. Parce que Josh, ça me rejoint beaucoup et ça va me chercher un peu de rage en dedans quand tu parles des avocats parce que c'est vrai que je trouve qu'ils profitent de toute cette façon de faire-là. Puis dans le fond, en bout de ligne, pour eux, c'est beaucoup de revenus, là. Tu sais, un procès comme le tien, ça coûte cher, là. Ah, ben c'est sûr, mais tu sais, les avocats sont pas payés pour les résultats, sont payés sont Alors, payés à l'heure là, pour le travail ouais. qu'ils font. Et ça, ben effectivement, je veux dire, je les vois les honoraires sortir autant du côté des défendeurs, mais également pour les personnes en demande. Je veux dire, c'est à peu près impossible pour une victime d'aller de demander justice pour des réparations, par exemple, au civil. Les frais sont tellement élevés, c'est pour ça que la majorité des victimes, l'écrasante majorité, pour ceux qui sont capables de parler leur histoire, s'en vont avec des recours collectifs. Mais encore une fois, les recours collectifs, c'est un processus excessivement long et compliqué. Et au final, ben, les victimes obtiennent une certaine forme de justice, mais c'est toujours rien comparé à ce qu'ils ont vécu. Fait que c'est un système, c'est très, très difficile de jouer là-dedans. Josh, ça peut coûter combien, mettons, un procès là, comme le tien, faire appel à des avocats, là, pour qu'on ait une idée? Ah, c'est dans les 6 chiffres. C'est dans les 6 chiffres faciles parce qu'il n'y a pas juste les honoraires d'avocat, il y a les expertises, tout ce qui est au niveau médical. Si tu dis, hier, comme dans mon cas, je ne peux plus travailler, tu ne peux pas juste aller alléguer ça en cours, ça prend des preuves et là, aller chercher des experts, c'est des montants, c'est très, très, très cher. Donc, non, non, c'est très dispendieux. Donc, pour obtenir justice, il faut avoir un portefeuille profond. Oui, oui, le système profite à ceux qui ont de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, bonne chance. C'est aussi simple que ça. Fait que, on s'entend que quand tu poursuis, comme dans mon cas, des grosses organisations qui ont quand même les poches assez profondes, ben, eux autres ont tout le loisir d'engager des bons bureaux d'avocats, puis de payer des honoraires, puis d'essayer de t'étirer jusqu'à temps que tu casses. C'est un peu. C'est ça que. Puis, tu sais, il faut faire aussi attention de ne pas tomber dans le fait de prêter des intentions à des personnes. Mais là, je parle de comment moi je vis ça en tant que victime, puis comment je sais que les autres victimes vivent ça. Mais c'est ça notre réalité. Puis, euh, on dirait avec la difficulté du système que tout est fait pour que envoyer un message aux prochaines victimes, ben, si tu veux t'embarquer là-dedans, ça va être très difficile pour toi. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de victimes. En fait, la majorité des victimes, je pense qu'on n'entend pas parler, étant donné la rudesse du système de criminel. Il y a encore moins de victimes qui vont aller demander réparation au civil pour ce qu'ils ont vécu, étant donné comment le système est fait. Mélanie, avec Nouvelle Racine, de quelle façon tu peux aider ces gens-là qui ont pas les moyens de se rendre dans un processus, de compléter un processus judiciaire comme Josh le fait? Qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens-là? Ouais, ça, je trouve ça intéressant que tu me poses la question parce que moi, c'est la question, ben pas la question, mais j'avais envie de demander à Josh, si tu veux après répondre, Josh, ça me ferait plaisir. Tu sais, qu'est-ce qui serait aidant pour toi dans un processus comme ça? Tu sais, là, je comprends que de l'argent, ça serait aidant. Tu sais, au-delà de ça, est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Je serais curieuse de t'entendre là-dessus. De notre côté, en ce moment, avec Nouvelle Racine, c'est vraiment nous, on est encore sans financement. On est un organisme récent, là. On va avoir 1 an le 26 juin. Puis on est tous bénévoles. Moi, comme directrice générale, je ne suis pas payée. Mais tu sais, j'entends des histoires comme ça, puis je me demande justement, tu sais, est-ce que c'est possible d'aller éventuellement chercher du financement pour aider les gens? Tu sais, nous, notre désir, ce serait d'avoir du financement suffisant pour que nos membres puissent avoir accès à des services de psychologues soit gratuits ou à moindre coût. Tu sais, on pense, il y en a beaucoup d'organismes là, qui sont capables d'offrir un suivi thérapeutique gratuit à leurs membres.
Fait que j'aimerais ça qu'on puisse se rendre là. Est-ce qu'on pourrait offrir de l'accompagnement en cours? Tu sais, est-ce qu'un soutien physique d'une personne qui est à côté de la victime, tu sais, est-ce que ça pourrait lui faire du bien? Mais c'est ça, tu sais, dans le moment, on n'offre aucun service concret là, pour ça, mais on a des membres qui sont impliqués dans la poursuite, le recours collectif contre les témoins de Jéhovah. Puis à plusieurs reprises, je leur ai dit, hey, fais-nous signe si jamais on peut faire quelque chose. Tu sais, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais n'hésite pas à demander. Parce qu'on va voir si après, comme groupe, on peut se mobiliser. Tu sais. Fait que Josh, j'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce qui serait aidant, dans le fond, pour toi? Ouais, ben, c'est une excellente question. Puis, je dirais le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Dans le cadre de poursuites aux civils, parce qu'aux criminels, le centre d'aide aux victimes de criminels sont quand même bien présents. Ils ont toujours des intervenants au palais de justice. Ils sont même rendus maintenant avec des chiens je sais pas comment on appelle ça, des chiens Mira qui aident un peu les gens avec le stress et tout ça. Donc, de ce côté-là, aux criminels, ils ont fait un travail extraordinaire pour supporter les victimes, être là tout le long. Au civil, ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui ont beaucoup d'argent puis qui voudraient supporter des causes comme ça et qui voudraient investir. Mais il y a toujours, euh, ces gens-là, souvent, vont vous donner à des fondations pour avoir leur reçu d'impôt et tout ça. Et donc, aider des personnes individuellement, il n'y a pas d'avantage financier pour eux autres à le faire. Mais si c'est d'aller d'aller donner de l'argent à une fondation, un organisme probablement comme le tien, qui ensuite peut aider à financer des choses comme ça, ben, c'est sûr que ça donnerait un gros coup de main et ça favoriserait un meilleur accès à la justice pour ces victimes-là. Donc, il y a vraiment toujours une Vraiment histoire apprécié. d'argent. Mm. Puis aussi, de façon plus large, tu sais, j'aimais tantôt quand tu parlais de services de thérapie puis tout ça, psychothérapie, bien que c'est très imparfait comme système, il y a l'indemnisation des victimes de criminels. Et moi, y étant dans ce système-là depuis plusieurs années, c'est vraiment pas un système qui est facile. Et par exemple, dans mon cas, ayant un peu passé par toutes les étapes, je connais un petit peu le système, comment il fonctionne. Puis des fois, les gens, les victimes, ils ont besoin d'accompagnement dans ce système-là parce qu'il y a des ressources très intéressantes à l'hiver pour les victimes. Mais souvent, c'est de mettre le pied dans ma chaîne. Puis ça, c'est un besoin criant que je vois, par exemple, avec d'autres victimes qui sont impliquées que moi-même j'ai aidé parce que il y a des victimes souvent que juste le système d'entrée est tellement compliqué qu'ils décident de lâcher, puis finalement, ben, ils sont pas aidés dans ce qu'ils vivent, là. Ben, je serais Oui. intéressée, si ça te tente, Josh, éventuellement, qu'on en reparle à l'extérieur du podcast. C'est juste que je puisse noter concrètement des idées qu'on pourrait mettre en place, c'est soit pour accompagner des victimes dans ce processus-là, ou justement le besoin financier, tout ça. Fait que oui, je trouve que c'est vraiment super ton idée de dire, ah, il y a des gens qui pourraient faire un don à des organismes comme Nouvelle Racine, puis ensuite, spécifiquement pour accompagner des gens en cours. Puis ensuite, Nouvelle Racine peut justement financer les gens. Je ne sais pas si ça sera possible, mais c'est une super idée. Tu sais, je Ouais, ben, pense juste qu'on que commence à en parler, c'est très important, je pense. Mm. mais puis tu sais, je pense qu'il y a quand même plusieurs avocats qui font en mode pro bono. Peut-être qu'une banque d'avocats comme ça qui serait intéressée à donner de leur temps, je, je pense que ça pourrait être bien parce que souvent, en plus, c'est une question de volonté puis de courage. Là. C'est pas simple d'aller voir un avocat, lui raconter tout ça, puis tu sais que le compteur avance, puis il y en a, c'est 300-400 $ de l'heure, là. Alors, puis raconter une histoire d'une vie, ça prend plus qu'une ou 2 heures, là, puis surtout s- s'ouvrir. Donc, je pense qu'une banque d'avocats pro bono, ça pourrait être bien. Puis, tu sais, moi, là, j'extrapole un peu, mais ça me fait de quoi quand même que tout est relié à une question d'argent, puis que les gens qui ont les moyens le, font des dons, mais ils s'attendent toujours à avoir quelque chose en retour, un reçu d'impôt, blablabla. On peut-tu juste être humain des fois, puis donner de l'argent sans obtenir un retour qui a rapport avec de l'argent? Juste Ouais. donner pour donner, il me semble que tabarnak, ça ferait du bien. Si j'avais les moyens de le faire, moi, je le ferais. Puis je pense que ça serait la même chose pour vous. On peut-tu juste aider les gens sans rien en retour? Ouais. Possiblement que si on vivait dans un monde où
on savait qu'il y avait beaucoup d'entraide puis de bienveillance, ben on serait plus partant de le faire. Parce que, tu sais, je veux dire, si je donne, je sais pas moi, 20 000 à quelqu'un, tu sais, c'est beaucoup d'argent, donner 20 000 à quelqu'un, mais dire, ben, cette personne-là, elle me le remettra pas, puis j'aurai pas de reçu pour fin d'impôt. Mais à d'autres moments dans ma vie, c'est moi qui en ai eu besoin de ça, puis il y a d'autres personnes qui me l'ont donné autrement, ou tu sais, il y, il y a quand même une idée de retour, mais pas d'attente, tu sais, de dire, ben, de toute façon, le monde est bienveillant, fait que ça va. C'est une roue, là. Tout est une roue, un cycle, puis ça me reviendra autrement, tu sais. C'est pas tout le monde qui a de l'empathie et de la sympathie pour des réalités comme les nôtres. En fait, la majorité, je pense qu'ils n'en ont pas. Et donc, de trouver quelqu'un, et je pense qu'honnêtement, si tu n'as pas été sensibilisé à cette réalité-là, si tu ne l'as pas côtoyé, si tu ne l'as pas vécu toi-même, à tout le moins, si tu ne l'as pas côtoyé souvent, euh, souvent les gens, c'est comme, ah, c'est épouvantable, mais sont moins capables de connecter. Mais je pense que si tu rencontres quelqu'un, effectivement, qui a de l'argent, puis qui, euh, qui est vraiment touché par ton histoire et tout ça, là, tu peux avoir un résultat différent. Mais Je pense on que s'entend qu'on chaque. est dans une, ouais, on est, tu sais, on est dans une société assez individualiste, hein. Fait que, Ouais. Puis Oh, moi, ce ouais. que j'étais pour dire, c'est que je pense que chaque personne a sa cause, un peu. Tu sais, si toute ma famille meurt du cancer du sein, ben ça se peut que moi, j'aille vraiment la cause du cancer du sein à cœur. Fait que, effectivement, Josh, tu sais, quelqu'un peut être vraiment touché par ton histoire, puis c'est sans doute, on est très égoïste, là, mais c'est sans doute parce que il y a un cousin qui a déjà été dans une religion, tu sais, son enfant, son oncle, peu importe. Puis là, oh, ton histoire résonne. Puis je me dis, tu sais, là, en entendant tout ça, je me dis, ben, coudonc, peut-être que ce sera à travers une nouvelle racine que tranquillement, ces dons-là vont être récoltés pour être redonnés justement aux gens, aux survivants qui sortent de thérapie de conversion, tu sais, d'agressions sexuelles dans l'Église, peu importe où tu es dans des mouvements religieux, d'abus physiques, tout ça, d'abus psychologiques, parce je pense qu'il n'y a pas d'autres organismes qui ont cette mission-là d'intervention directe. Tu sais, je pense que InfoSec qui fait un super travail dans son angle d'approche, là, entre autres au niveau de la recherche, de la vulgarisation, sensibilisation, puis répondre à des familles aussi où tu sais, on s'informe de hey, ça, c'est une secte. Mais en termes de tu sais, vraiment d'intervention directe, là, c'est ça, je pense que les gens n'ont pas tant d'endroits où donner de l'argent qui va être directement réinvesti pour aider les victimes. puis les victimes de milieux religieux, on est très peu représentés, voire quasiment pas du tout. Tu sais, on va voir qu'il existe des fondations pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. Euh, c'est des choses qui sont très, très, très présentes. Mais pour les victimes qui sortent de milieux religieux, moi, j'en ai pas encore rencontré à date, là. Donc, pour quelqu'un qui, quand on parle des causes pour aider les jeunes en difficulté, les femmes battues, les femmes victimes d'agressions sexuelles, les fondations sont là. Et donc, les grands mécènes qui veulent donner de l'argent, ils ont des fondations vers lesquelles aller. Mais dans notre situation, c'est encore, on dirait, un phénomène peu connu. Ben oui, on revient à ce que tu disais tantôt, que les gens ne savent pas qu'il y a autant de gens qui sont dans des religions ou qui sortent de religions. J'avais une rencontre avec un organisme de psychologues de la région de Québec, justement, récemment. Puis la première question qu'elle m'a demandé, c'est ouais, mais Mélanie, est-ce qu'il y a réellement tant de personnes que ça qui ont besoin de vos services? Puis, puis j'ai dit, je comprends tellement ta question parce que ça se peut que tu n'aies jamais été en contact avec ces gens-là de façon consciente. Mais c'est surprenant le nombre d'enfants qui sont encore dans des milieux religieux aujourd'hui et d'enfants devenus adultes qui en sont sortis aussi. Tu sais, c'est surprenant. Puis, tu sais, on est trois ici, on s'implique à notre manière, on le fait pas pour l'argent. Fait que ça se fait faire les choses pas pour l'argent. Tout à fait. Je suis très d'accord avec toi. Puis, tu sais, pour sensibiliser, puis pour que les gens soient au courant de ça, tu sais, j'avais eu l'occasion en 2015, je pense, de rencontrer avec d'autres personnes la ministre de la Justice à l'époque qui était Sonia Lebel, puis l'oreille est tendue le temps qu'on est là. Point. Après, concrètement, après, il arrive jamais rien. Alors, déjà, si au gouvernement, l'oreille ou la transmission du, du message et des histoires tristes ne sont pas entendues, ben, je comprends que c'est difficile aussi de rendre accessible et de toucher
les gens Oui. avec ça? Parce que c'est des histoires hyper touchantes, hein? Ben, je pense que, tu sais, le podcast que vous faites, je pense que c'est un bon outil qui est créé. Toutes les autres ressources qu'on a mis sur notre site, ce sont aussi, je pense, des bons outils, justement pour démontrer à la population que oui, il y a un réel besoin. Le livre, ils ont décroché de la religion qu'on a écrit. C'est quand même 21 témoignages de déconversion, de déconstruction. On est en train d'écrire un autre livre. Je me suis limitée à 9 personnes cette fois-là, mais il y en aura d'autres parce que, tu sais, il y en a plein des personnes qui ont envie de partager leur histoire. Puis je pense qu'en faisant circuler les vidéos, des podcasts ou des livres, dans la population, puis en parlant, je pense que ça peut faire lever notre cause tranquillement jusqu'aux oreilles du gouvernement. Puis d'ailleurs, nous, on est en dialogue en ce moment avec une femme qui travaille qui pourrait possiblement nous obtenir du financement de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. Fait que, tu sais, déjà là, je me dis, oh, on commence à avoir une petite porte ouverte pour montrer au gouvernement, hey, il y a quelque chose qui existe, il y a un réel besoin, tu sais, puis à voir ce que ça va faire. Josh, est-ce que il y a d'autres étapes pour toi au niveau judiciaire ou c'est vraiment terminé? Ben, il faut dire que présentement, au criminel, c'est terminé. Au civil, c'est que oui, je suis encore dans les procédures. On ne sait pas encore une fois combien de temps ça peut prendre avant qu'on arrive à une fin. J'ai tendance à dire qu'il y en a plus de faits qu'il en reste à faire. Mais présentement, c'est ça. Je suis en attente de la fin des étapes préparatoires avant une inscription de dossier à procès. Donc, tu sais, c'est encore une fois de l'attente, mais ça fait partie de la game, là. On ne changera pas le système de même. Bon. Et puis, ben, on peut le changer. On le changera peut-être pas demain, mais un pas à la fois. On peut Oui. améliorer du moins les choses. Puis, Mélanie, est-ce que de ton côté, là, le livre dont tu parlais va être publié quand? J'aimerais avant Noël. On va voir si c'est réaliste, là. C'est moi et ceux qui écrivent on fait tout le travail. Donc, on verra. On verra. Mais je tiens juste à dire que je suis vraiment contente d'avoir participé au podcast. Très contente, Josh, de t'avoir enfin rencontré. J'admire beaucoup ton courage et tout ton chemin. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Salut. Au plaisir. Bye. Salut. Oui, allô? Oui, est-ce que je suis bien à l'Église de l'amour infini? Oui, oui. OK. Ben, je m'appelle Jean et je voulais comprendre un peu c'était quoi le mot amour m'interpelle. On cherche tous de l'amour dans la vie, puis je voulais savoir comment je pouvais adhérer à votre mouvement. Là, juste un instant, je vais vous passer la portière qui s'occupe des visiteurs. Juste un instant. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien. J'ai été interpellé par le nom de votre Église. Quand ça parle d'amour, ça m'interpelle. Alors, je voulais savoir comment je pouvais adhérer à votre mouvement. Bien, écoutez, monsieur, premièrement, vous venez faire une visite. OK? Vous venez parler avec un père et tout. D'où appelez-vous? Moi, j'appelle de Montréal. Montréal. C'est ça, vous venez faire une visite, puis vous pouvez rencontrer un père. Mais est-ce que vous êtes allé sur notre site? Rapidement, là, mais je trouve ça Bon, un peu sur notre compliqué, site, c'est mais tout. Oui, mais sur notre Madame, site, oui, quand vous parlez que je dois rencontrer un père, oui. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que vous parlez avec et vous expliquez le tout, vous lui posez des questions. Il Mais vous répond. le père, c'est comme un prêtre? Oui, oui. OK. Puis qu'est-ce qui vous différencie, vous, de l'Église normale? Eh bien, écoutez bien, allez sur notre site Internet, c'est tout expliqué. Maintenant, là, Je comprends, mais j'aurais vraiment aimé ça que vous me l'expliquiez parce qu'avant de me déplacer au je l'ai Mont-Tremblant, dit sur notre site et c'est très bien expliqué. Qu'est-ce que c'est que nous sommes et puis pourquoi que nous sommes là et tout, c'est très bien expliqué. C'est pour ça que maintenant, on ne discute plus au téléphone rien. On dit aux gens d'aller voir sur notre site, puis à bien étudier notre site, ils vont voir qui nous sommes. donc les relations humaines dans l'amour, moi, j'aime bien mieux parler avec quelqu'un. C'est pour ça que je Oui, vous ai mais c'est ça. téléphoné.
Non, mais à la place de vous déplacer, d'arriver ici et d'être déçu, vous allez sur notre site, vous regardez ce que nous sommes et tout, et puis après ça, vous décidez de venir. Non, je comprends tout ça. C'est juste que même si je vais sur votre site, j'aime le contact humain, parler. C'est pour ça que j'ai appelé, j'ai utilisé le téléphone pour vous appeler avec amour, mais là, je sens que vous me recevez pas trop avec amour, là. Ah non, c'est pas l'histoire de savoir avec amour, c'est que Mais c'est ça qu'on dit aux gens. Allez voir sur notre site, puis vous allez voir qui nous sommes parce que c'est tout expliqué. oui, je comprends, mais j'aurais juste aimé comprendre un peu quelle est la façon de vivre. Moi, je me cherche un endroit. Je trouve que dans la société actuellement, je trouve pas ma place. Quel âge avez-vous, monsieur? Moi, j'ai presque 50 ans. Et est-ce que vous avez déjà, je veux dire, est-ce que vous avez déjà, vous savez que vous êtes pratiquant? Ben, je crois qu'il y a quelque chose. J'ai été déçu de l'Église traditionnelle. Donc, je cherche quelque chose qui est plus en lien avec mon intérieur, mes émotions. Alors, est-ce que votre, est-ce que votre façon de vivre est un peu, parce que moi, je me reconnais pas dans la société actuelle. Je trouve que tout est axé sur l'apparence, la consommation, et je me demande où on s'en va, là. Ben, nous, on vit comme les religieux vivaient avant. Nous avons des règlements, nous avons une règle, et puis tous les matins, nous avons notre office du matin. L'office est à 6 heures le matin, et puis c'est comme dans les anciens couvents. OK. C'est comme, Mais est-ce que, donc, éventuellement, je devrais, on vit là-bas, c'est ça? On vit sur votre site au Mont-Tremblant? oui, ça c'est la maison mère ici à Mont-Tremblant. OK. Puis si on a des enfants, est-ce qu'on peut vivre là aussi? Pas actuellement, non. Fait que si j'ai des enfants, On qu'est-ce qu'ils font? actuellement, on ne garde aucun enfant. Fait que mes enfants, je fais quoi? Écoutez, j'aurais un appel spécial. Là. Vous ne viendriez pas. Quel âge ont-ils vos enfants? Ils sont adolescents. Pardon? Adolescents. Fait que, je pense pas que vos enfants voudraient venir vivre dans un monastère. Non, je comprends. C'est pour ça que je pose la question. Alors, je sais, donc c'est pas fait pour moi. Vous acceptez pas tout le monde. Bien, actuellement, non, parce qu'on n'a pas d'école. On n'enseigne pas. Avant ça, on avait une école et tout. OK? Puis, nous, maintenant, on n'a plus l'école. Avec toutes les demandes du gouvernement et tout, non, on ne peut pas. Fait que les enfants, non, parce que vous pouvez être comme un membre affilié, vous êtes à l'extérieur et tout, mais vous êtes affilié à nous, mais les enfants, on ne prend pas les enfants. Et est-ce que je peux y aller avec ma blonde ou on n'a pas le droit d'être en couple? Bien, si vous êtes marié, c'est bien correct. OK. Mais si vous n'êtes pas marié, bien, on verra sur le terrain, au monastère, qu'est-ce que c'est, parce que les gens d'habitude pas mariés sont chacun dans leur maison. Ah ouais. OK. Puis le père, lui, ça fonctionne-tu comme un prêtre? Est-ce qu'il a le droit d'être en couple ou il est. Le prêtre, bien, voyons, les catholiques, on n'est pas du tout, on n'est pas, je veux dire, là, on a fait des vœux et tout, puis les prêtres sont prêtres et puis ils sont de leur côté, puis les religieux sont de leur Ah côté. oui, hein? OK. Oui, oui, c'est comme avant les communautés religieuses dans les années 50, là, hein. C'est comme ça, là. Puis donc vous êtes une mère ou une sœur? Moi, je suis une sœur. OK. Puis vous avez jamais eu de blonde, de chum, rien. Bien, écoutez, monsieur, si on se donne au bon Dieu, justement, on sacrifie tout ça. Si on vient dans un couvent pour vivre comme les gens de l'extérieur, on est mieux de rester en dehors. Ça nous donne quoi de venir dans un couvent? Si on a des amis et tout, bien non, vous savez, c'est pas logique, là. Je vous trouve Si on bonne de veut, faire ça. Je vous trouve, votre foi est vraiment grande. hein, tu sais, on vient pas dans un couvent là, pour faire une vie conjugale, là. Non, Si je voulais faire ça, je voulais rester en dehors. vous avez pas l'impression de manquer quelque chose? Non, monsieur. Puis Dieu vous, est tout, monsieur. Dieu est tout, c'est lui qui nous donne le bonheur. OK. Puis
quand on meurt, il se passe quoi? Quand on meurt, Ouais? bien, on paraît devant le bon Dieu, puis on a à rendre compte de nos actes. À quelle place qu'on fait ça? Bien, c'est devant c'est l'âme, quand l'âme meurt, il monte devant le Dieu, on est jugé, c'est le jugement. C'est Dieu qui décide qu'est-ce que c'est qu'on décide. Premièrement, l'âme, quand tu vois que Dieu est tellement grand, tellement bon et miséricordieux, que la personne elle-même, si elle n'est pas pure pour rentrer dans le ciel, bien, de elle-même, elle se retire, elle va aller au purgatoire. D'elle-même, c'est pas Dieu qui la jette au purgatoire, c'est l'âme elle-même, parce qu'elle se voit tellement indigne de paraître devant Dieu, parce que le bon Dieu est une bonté même et de grandeur même, il est miséricordieux, mais il faut expier si on a des fautes à expier. Fait que le purgatoire, c'est vrai. Bien oui, c'est vrai. Puis c'est où? Ben, c'est où, écoutez, monsieur, là, c'est purgatoire, je sais pas où est-ce qu'il est. Ben, On il se sait passe qu'il quoi là-dedans, le hein? purgatoire? Il se passe quoi dans le purgatoire? Et l'âme est purifiée pour entrer au ciel ensuite. OK, fait qu'on reste pas là tout le reste de la mort, on ne reste pas Non, dans le non, purgatoire. ben, pas toute notre vie, ça dépend de ce que c'est que l'intensité qu'est-ce que nous être devant le bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait. Savez-vous pourquoi vous êtes sur la terre? Savez-vous pourquoi vous êtes sur la terre? Pour aimer. C'est pour connaître, aimer et servir le bon Dieu. C'est ça qu'on est sur la terre, c'est pour ça que nous sommes sur la terre. Pour le connaître, quand on connaît quelqu'un, on l'aime. Plus on connaît Dieu, plus on veut l'aimer, plus on veut s'approcher de lui. Mais moi, je comprends, j'en avais une bonne réponse sur trois, mais la question que je me pose toujours, c'est si Dieu est si rempli d'amour et de miséricorde, comme vous Oui. dites, pourquoi cette violence-là sur la terre? Ah bien, ça, c'est chez c'est l'humain, ça. C'est les hommes qui font ça. Les hommes, ils ont mis Dieu de côté. Et puis, c'est ça, le résultat. Hein, les gens ne veulent plus de bon Dieu. Ils veulent s'arranger tout seuls, puis ils veulent manipuler les choses comme ils veulent, de la manière qu'ils veulent. Le Dieu n'existe plus. C'est ça qu'on fait. Mais pourquoi Dieu arrange pas ça maintenant? Pourquoi il Il nous montre? laisse libres, monsieur. Le bon Dieu nous a laissés libres sur la terre. Comme, bien là, je vais être obligée de vous laisser parce que l'autre ligne sonne. C'est OK. vrai? C'est bien.